Nous allons maintenant connaître les chiffres de l'emploi. À cette table, Philippe de Gardin, responsable pilotage et statistique data chez Audience, et François Caillé, qui est le directeur des affaires sociales de la CPA et d'Anime France, plus particulièrement aujourd'hui. On va continuer le travail, on va essayer de vous hypnotiser un peu mieux. Ça va être difficile. Ça, c'est pas gentil. Je sais pas, ils règlent leur compte. Quoi ? Non. Mais Donc, quelques chiffres qui montrent le dynamisme du secteur. Nous, on va vous montrer l'effet de ce dynamisme sur l'emploi dans le secteur. Donc, avec François, on va vous présenter quelques chiffres et vous donner quelques éléments de contexte. Donc, cette étude a été construite avec les données d'Audience. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Audience. Ça me fait plaisir, je vois des sourires. Donc, c'est le groupe de protection sociale de la culture et des médias, hein, et notamment des entreprises de la production de films d'animation. Notre étude a été construite à partir des données sociales qu'on récupère dans le cadre de nos missions tous les mois par les entreprises du secteur et qui nous déclarent tous les salariés qui ont travaillé chez elles au cours du mois précédent. Donc on a une vue assez exhaustive de ce qui se passe dans ces secteurs. Sur le périmètre, on a pris un ensemble d'entreprises qui sont plutôt des pure players du secteur, c'est-à-dire des entreprises qui font très principalement du film d'animation. Mais je vais laisser peut-être François préciser ce point. Oui, donc en fait, vous verrez dans les chiffres qui ont été présentés, on est sur un panel qui est à peu près équivalent aux autres années. Et oui, c'est des entreprises, alors on a le même nom, mais c'est des entreprises qui sont des pure players du secteur, mais qui changent, le périmètre change un peu, parce que d'une année sur l'autre, on intègre des nouvelles structures qui se sont professionnalisées et qui se sont pérennisées. Voilà. Et c'est des chiffres, ce panel est vu Anime France, Audience, AFDAS, CNC. Voilà, donc l'étude, on va vous présenter quelques thématiques. Donc on va illustrer la reprise de la croissance en 2021 après l'année de stabilité en 2020 due à la crise sanitaire. Un petit zoom sur les primo-entrants, donc les personnes qui rentrent pour la première fois dans le secteur. Un zoom sur les métiers d'animation. On va vous parler de l'effet de la féminisation du secteur, qui est un thème important aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs de l'audiovisuel et du spectacle en général. Les dynamiques régionales, on verra qu'il y a des régions qui ont une forte dynamique sur le secteur du film d'animation, et quelques chiffres, quelques données sur l'année 2022, l'année en cours. Philippe va aller dans le dur, mais globalement, ce qu'on va pouvoir dire et ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'après un petit ralentissement de l'activité en 2020, dû à la crise Covid, entre autres, mais qui était un ralentissement, en fait, le secteur au niveau de l'emploi a retrouvé son niveau de 2019 et même l'a dépassé avec les chiffres de 2021. Quel duo! Voilà, donc ici, on a illustré la reprise de la croissance par ces trois courbes qui représentent le nombre d'entreprises. En gris, les effectifs, donc les personnes, le nombre de personnes en orange, et la masse salariale du secteur en rouge. En fait, elles sont représentées avec une base 100 en 2004, c'est-à-dire qu'on part tous du même point en 2004, et on voit l'évolution depuis. Donc ce qu'on voit parfaitement, donc on a atteint 9000 personnes salariées en 2021, c'est le plus grand nombre jamais observé jusqu'à présent. On a 217 millions de masse salariale, c'est plus 15% par rapport à 2020. Et ce qu'on observe, c'est que par contre, les entreprises sont plutôt stables depuis 2018. Donc en fait, on a une augmentation de l'activité dans des entreprises qui sont en place, qui sont là depuis un certain temps. Oui. Par rapport au panel dont on vous a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que le cœur reste stable. C'est une croissance qui est tirée par les CDDU, donc par les CDD d'usage, pardon, pour le jargon. Donc ce qu'on appelle les intermittents du spectacle aussi, beaucoup. Donc on avait observé une baisse de 4% en 2020, donc qui était une baisse relative par rapport à ce qui s'est passé dans les autres secteurs au cours de la crise sanitaire, notamment dans le spectacle vivant, où les salles ont stoppé leur activité. Et en 2021, on a un gros effet de rattrapage de cette petite baisse, puisqu'on a une augmentation de 15% du nombre de CDD d'usage.
Alors sur les focus qu'on a fait quand Philippe a présenté le plan, comme on vient de le dire, les CDDU ont tiré en fait la croissance de l'emploi, mais en fait les CDI ne sont pas en reste dans le secteur, c'est-à-dire qu'ils augmentent moins vite que les CDDU, mais les CDI augmentent aussi puisqu'on a une augmentation d'environ 10% entre 2020 et 2021, et ce qui est un signe aussi de pérennisation et de professionnalisation et de structures qui s'agrandissent et qui augmentent, qui ont une activité qui est constante. Sur tous ces chiffres, en fait, là, on a vraiment fait un sondage de coupe. Tous ces chiffres sont détaillés dans une étude. Justement, tous ces éléments sur les CDI sont plus détaillés. Voilà. On peut ajouter que ce qui est intéressant, c'est que le CDI, lui, n'a jamais cessé d'augmenter en 2020, il n'avait pas baissé. En termes de quantité de travail, qu'on mesure avec les heures travaillées qui nous sont déclarées, on a une augmentation assez importante au niveau de la masse, globalement, et au niveau des individus chacun, en moyenne. C'est-à-dire qu'on atteint 8,7 millions d'heures déclarées en 2021, toute population confondue. Ça représente une augmentation de 20% par rapport à 2020. Chaque personne, je vous disais, chez les CDU, le nombre moyen d'heures annuelles a augmenté. Il est passé à 882 heures, ça représente une augmentation de 7% par rapport à l'année dernière. Chez les CDI également, on a 1500 heures de travail annuel moyen, mais qui reste stable sur la période. Et pour terminer, on a découpé en tranches d'heures travaillées. Et donc les personnes qui travaillent plus de 1000 heures sont 3500 chez les CDU. C'est 45% des personnes qui sont employées dans ce contrat. Elles étaient 2700 en 2020 et 2019. Oui, ces deux tendances, en fait, il y a deux points qui sont intéressants. C'est les 882 heures de travail annuel moyen pour les personnes et les 3500 personnes qui effectuent plus de 1000 heures. En fait, on s'aperçoit que dans la grande majorité des cas, les contrats sont longs parce qu'il y a une professionnalisation des salariés et aussi une forte activité. Et donc cette tendance à des longs engagements, on le retrouve très fortement cette année. Bon, c'était une tendance qu'on avait déjà vue les années antérieures. Et d'ailleurs, sur la mobilité, on va avoir un petit slide un peu plus loin qui va dans ce sens-là aussi, qui a ce sens-là. Donc cette reprise de croissance, elle s'accompagne également d'un rebond du nombre de personnes qui entrent pour la première fois dans le secteur, puisque on a 1700 nouvelles personnes en 2021, alors qu'on avait baissé en 2020, donc il y a un effet de rattrapage, et c'est près de 11 700 personnes qui sont entrées pour la première fois dans le secteur sur les 10 dernières années. Ce qui est quand même un chiffre important. Dynamisme, donc appel d'air de primo-entrants. Voilà. Je continue sur les métiers de l'animation. Donc on a fait un découpage des métiers qui nous sont déclarés par les entreprises. Donc le plus important, bien sûr, c'est le poste d'animateur, qui représente 26% des salariés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des métiers qui sont en augmentation sur le nombre de personnes qui occupent ces emplois, puisqu'on voit sur le graphique les 3 années, en gris 2019, en orange 2020 et en rouge 2021. Et donc les métiers les plus impactés sont le layout, la gestion de production, le storyboard et le compositing. Oui, alors d'ailleurs, dans certains de ces métiers, certains sont en tension. Par exemple, sur les storyboarders, leur situation, même leur situation de rémunération, est plutôt en amélioration. Ce qui nous remonte du terrain, c'est qu'on a un peu de mal à en trouver. Et il y a d'autres fonctions aussi. Là, on a fait un focus sur ces fonctions-là, mais c'est vrai que sur le storyboarder, c'est un métier en tension. Ce qu'on voit aussi, pas sur le slide, mais dans l'étude, c'est qu'il y a une augmentation des cadres en global, aussi bien en CDI qu'en CDDU. Ouais, parce que c'est des métiers, donc, c'est des métiers qui sont très qualifiés, et justement, avec l'augmentation en compétences, il y a une augmentation des cadres. Alors un petit focus sur les CDD d'usage. Elles sont près de 7800 personnes en 2021. Elles représentent 85% de l'emploi dans le secteur. Ce qui est intéressant, c'est la progression du nombre de personnes qui travaillent que chez un seul employeur au cours de l'année. Chez ces CDDU, elles étaient 75% en 2020, elles sont aujourd'hui 78%. Donc ça contribue aussi à cette impression de professionnalisation
C'est un effet logique aussi avec le slide d'avant, avec l'augmentation des longueurs d'emploi. Voilà. Plus on augmente le nombre d'heures, plus les personnes travaillent avec un nombre d'employeurs réduit, en fait, sur des projets spécifiques et longs. On a voulu illustrer également le fait que ce sont plutôt des jeunes qui travaillent dans ce secteur et dans ces postes-là, puisque 62% de ces CDDU ont moins de 35 ans aujourd'hui. Donc on voit la pyramide des âges, à gauche les hommes, à droite les femmes. Et on voit effectivement l'écrasement, surtout chez les femmes qui sont plus jeunes, et l'effet d'évolution des volumes par classe d'âge. On voit que voilà, le nombre de techniciennes, c'est les CDU, je précise, ce ne sont que les techniciens qu'on retient, parce qu'il peut y avoir quelques artistes qu'on n'a pas pris dans le champ. Et donc le nombre des techniciennes a fait plus que doubler en 10 ans sur la période. C'est 139% d'augmentation, alors que dans le même temps, les hommes ont augmenté de 47%. On va passer à la féminisation plus en détail. C'était par rapport aux... Bonne transition. Oui, non, par rapport aux présentations qui avaient été faites les années antérieures, c'est vrai qu'on a de plus en plus accru l'étude en discutant pour montrer la féminisation croissante du secteur, tant en nombre que dans les métiers et que dans des métiers à compétences élevées. Sur la pyramide des âges, je voulais juste rajouter un point, parce que non, mais c'est bon, c'est que cette tendance de jeunesse, elle est un peu moins forte, mais elle existe aussi, même pour les CDI. C'est-à-dire qu'on a à peu près 53% des personnes en CDI qui ont moins de 40 ans. Donc la féminisation du secteur sur l'ensemble de la population, c'est 3700 femmes en 2021 qui travaillent dans la production de films d'animation. Chez les primo-entrants, l'effet est vraiment très sensible. On est passé de 30%. C'est vrai qu'ils sont pas mal quand même. Et des fleurs. Merci. Jacques, ça suffit maintenant. Donc chez les primo-entrants, la part des femmes a augmenté de manière vraiment très sensible, puisqu'elles sont passées de 30% des primo-entrants en 2010 à 47% en 2021. C'est une part qui augmente sur toute la période qu'on regarde. Ce qui est intéressant sur le petit tableau en dessous, c'est que pendant plusieurs années, quand même, entre 2005 et 2015, ça ne bouge pas beaucoup. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une dynamique de féminisation depuis, qui a commencé entre 2015 et 2019 et qui continue depuis, sur les 3 années dernières. On voit que le nombre de femmes augmente, le poids des femmes dans l'emploi augmente, aussi bien en nombre de personnes qu'en masse salariale. Dans les métiers, on a vu qu'au niveau des CDDU, le nombre de femmes a plus que doublé sur les 10 dernières années. Sur les métiers exercés, donc on a vu que la filière animation, qui était le plus gros poste des métiers, on a 40% de femmes aujourd'hui contre 35% en 2019, donc ça va assez vite. Et on constate des métiers donc, qui se féminisent d'année en année, donc c'est le scan, la trace et colorisation qui sont passés de 69 à 77% en 3 ans. L'écriture également est passée de 45% à 51% en 3 ans. Donc il y a des métiers où il y a une vraie dynamique de féminisation qu'on constate. Donc là, ce sont des postes où les femmes ne sont pas forcément majoritaires, mais elles sont de plus en plus représentées. Il y a des fonctions qui habituellement sont très féminisées. C'est la distribution, la gestion de production et les fonctions support qu'on constate chaque année. Oui, ce qui est intéressant, enfin, je fais un rebond par rapport à la petite caricature sur les flèches, c'est que, en fait, le dernier point sur des fonctions très féminisées, on le pointait régulièrement, hein, c'est-à-dire que sur les fonctions production, gestion de production et fonctions support en général, compta, finance et la distribution, ça avait toujours été très féminisé. Mais ce qui est intéressant dans les chiffres, c'est qu'on s'aperçoit que sur les fonctions qui sont plus des fonctions liées, en fait, à la production et à la création, on a des montées dans certains domaines.
montées de féminisation dans certains domaines, avec une tendance qui va avec des flèches, justement, qui montent. Oui, qui montent, et c'est quelque chose qu'on fait dans tous les secteurs qu'on étudie. Et enfin, je dois reconnaître que c'est particulièrement sensible ici. Ouais. Voilà. Et c'est des flèches qui montent à angle assez élevé. C'est-à-dire, c'est pas des petites montées. Alors, c'est des grosses montées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir. On a beaucoup de secteurs où la féminisation, elle se situe dans des postes plutôt d'employés, des postes à peu de responsabilité. Or ici, on voit que chez les cadres, la part des femmes augmente également, puisqu'elle était de 31% en 2004, et aujourd'hui elle est de 42%, donc un peu plus de 10 points sur toute la période. Les dynamiques régionales, donc on a quelques régions, quelques départements qui se distinguent, mais vous doutez évidemment de certains départements, puisque voilà, la Charente. En fait, c'est un classement sur 2011, 2016 et 2021 de la place de chaque département en termes de masse salariale, donc on va dire en termes d'activité salariale. Donc ce qui est intéressant, c'est que la Charente, qui était en 3e position en 2011, aujourd'hui est juste derrière, est derrière Paris, pas juste derrière, parce que Paris reste évidemment le gros morceau. Et donc là où il représentait 6% de l'emploi, de l'ensemble de la masse salariale en 2011, aujourd'hui la Charente représente pratiquement 20%. Voilà, c'est quelque chose de... C'est un fait vraiment qu'on mesure comme ça. Et la Drôme également se distingue dans cette dynamique, et l'Hérault depuis plus récemment. Alors ça aussi, on l'avait pointé, hein, c'est une tendance à la régionalisation de l'emploi de l'animation. Et alors il y a une tendance assez curieuse qu'on note, enfin curieuse non, parce que ça va avec les évolutions sociétales, c'est que même si Paris, bon, on voit bien sur les tableaux, hein, Paris ça reste le pôle le plus attractif, c'est l'endroit où il y a le plus de studios, mais on s'aperçoit que d'année en année, en fait, il y a une baisse des effectifs sur Paris. C'est-à-dire il y a plus de gens, je pense, qui se déplacent ou qui vont travailler en région, parce qu'en 10 ans, on a eu à peu près une baisse de 9% des effectifs dans les studios à Paris, et avec un transfert vers les régions, puisqu'on voit que les effectifs n'ont pas baissé. Donc, alors je précise ici que le département, c'est celui du lieu d'implantation de l'entreprise, hein, et pas des individus. Voilà. Donc le télétravail, les gens qui s'installent en région ne comptent pas ici. S'ils travaillent à Paris, ils sont comptabilisés dans Paris. À Audience, on a développé un outil ces dernières années donc, qui s'appelle le Data Lab Audience, et dans lequel aujourd'hui on a un tableau de bord qui nous permet de suivre chaque mois l'évolution de l'emploi dans les secteurs de la culture. Donc du coup, on peut avoir une petite mise en bouche pour 2022. Donc on voit qu'en 2022, donc, qui est la courbe en jaune. Je parle des effectifs pour le moment. Donc pour la courbe en jaune, on voit qu'on est au-dessus des trois dernières années précédentes. On est largement dessus, donc on va se situer en 2022 encore à un niveau d'emploi supérieur à celui de 21, qui était déjà supérieur aux années précédentes. Et en termes de masse salariale, on constate la même chose. Alors, sur la masse salariale, l'évolution de chaque mois est plus accidentée parce qu'il y a des phénomènes de versement de primes, il y a des versements... Il y a des phénomènes, j'imagine, en 2022 de négociation salariale avec l'inflation dont parlait Stéphane. Les entreprises, certains employeurs alignent la masse salariale, enfin alignent, je ne sais pas, peut-être c'est beaucoup, mais font un effort. Et donc ça peut être des négociations qui sont plus loin avec des rattrapages à effet du 1er janvier. Donc on a des accidents, mais globalement la courbe 2022 est bien au-dessus des années précédentes. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Ce que vous pouvez, c'est... donc l'étude complète contient beaucoup plus de choses. Hein. Il y a des niveaux de détail que vous n'avez pas dans la présentation. Si vous flashez le QR code, vous aurez accès directement à l'étude. Et sinon, elle est disponible sur les sites d'Anime France et d'Audience. Voilà. Merci pour cette synthétisation des chiffres. Ces précisions sur l'angle des flèches. Ouais. Des questions? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'avais une toute petite question. Vous ne nous dérangez pas, on vous passe la parole. J'ai un studio lyonnais, mais je suis assez proche d'étudiants. Il y a une tendance qui n'apparaît pas du tout ici, qui est liée sans doute au Covid. De plus en plus de jeunes Français travaillent... Je suis ici, excusez-moi, je vous vois regarder. Il y a de plus en plus de jeunes Français qui travaillent en freelance pour des studios qui soient anglais ou espagnols, en auto-entrepreneur.
Ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, l'auto-entreprise est beaucoup, beaucoup plus présente chez les jeunes. On a même des jeunes qui préfèrent refuser un CDDU intermittent et partir en freelance. C'est une tendance qui arrive très forte parce que ça leur permet de travailler à la fois pour un studio français et 2 mois après pour un studio anglais. Et c'est une tendance, je pense, qu'il faudrait qu'on commence à voir apparaître au Radiraf parce que je pense que ça va arriver très très fort. Surtout comme vous parliez du plein emploi et du fait qu'il y a de la demande et qu'ils sont en force, ils ne voient pas l'intérêt de cotiser plus pour du chômage. Et voilà, donc je ne sais pas si vous êtes préparés et renseignés sur ce domaine-là. Alors je vais répondre en plusieurs temps à ce que vous dites. On sait que c'est une tendance. C'est une tendance qui n'est pas légale par rapport à ce qui est prévu dans les conventions collectives et par rapport aux directives du ministère de la Culture. Dernier point, c'est très difficile à mesurer parce que justement, ils ne sont pas salariés. Et que Audience travaille sur des données qui sont des données de salariés, qui sont des données des congés spectacles ou des données, comme l'a expliqué Philippe, de déclaration sociale. Or là, quand on est auto-entrepreneur, en fait, on n'est pas salarié, on est auto-entrepreneur. Donc on connaît la tendance. C'est une tendance qu'on retrouve dans d'autres secteurs du spectacle et qui est lié à un phénomène de génération. Alors je ne pense pas qu'elle soit aussi massive enfin je l'espère d'ailleurs pour l'équilibre des comptes sociaux, qu'elle soit aussi massive que ce que vous dites, mais elle est très 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 difficile à mesurer. Ça a même posé un problème à un moment par rapport à des fuites de cotisation, par rapport à Pôle emploi et au régime des annexes 8 et 10, des annexes assurance chômage pour les intermittents. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est connu en global sur tous les secteurs du spectacle, qui existe chez nous parce qu'il y a du plein emploi et il y a des personnes qui veulent justement travailler à l'étranger, mais qui est très 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 difficilement mesurable parce qu'en fait ils sortent un peu des radars. Véronique, excuse-moi, j'ai pris le micro un peu. Je suis là, c'est Christine du RECA. Non, comme on fait une étude tous les ans maintenant sur les souhaits des étudiants à la sortie d'école, on a justement demandé leurs envies sur l'auto-entrepreneuriat et on est à un pourcentage d'environ 17%. Voilà, c'était une précision qui pouvait avoir son sens à ce moment-là des débats. Merci beaucoup. Merci parce que, Christine. donc c'est un phénomène, il est important, parce que 17% c'est pas mal, mais il n'est pas massif quand même. Les étudiants, je pense qu'ils comprennent bien que le fait que... Ça reste un souhait. Ça reste un souhait. Non, mais en fait, les étudiants comprennent bien aussi que c'est quand même le meilleur régime d'être salarié au sein des studios, quoi, je pense. Alors, il faut faire de la formation aux étudiants pour leur expliquer. Voilà. Mais on le fait, monsieur, on le fait. On va en reparler de ça, d'ailleurs. Bonjour, Cédric Chaplot. Merci beaucoup pour tous ces chiffres, c'est très intéressant. Je représente le syndicat CNT, syndicat anarcho-syndicaliste. J'aurais 2 questions très rapides. C'est est-ce que vous auriez les chiffres pour les CDDU en équivalent temps plein? Puisque là, de ce que je comprends, s'il y a une personne qui rentre en janvier et qui ne travaille pas tout le reste de l'année, il est comptabilisé comme une personne ayant travaillé dans l'animation. Ce serait intéressant d'avoir, par rapport au CDI, justement l'équivalent temps plein sur une année complète. Voilà, ça c'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que vous auriez les chiffres des heures supplémentaires? Je ne sais même pas si ça existe sur le régime des CDDU, les heures supplémentaires. Oui. Ah bah oui, des heures supplémentaires, oui, quand même. Mais les isoler, ça, je pense que c'est difficile. Samuel Kaminka, président d'Anime France. Juste sur le point, effectivement, 17%, c'est quand même un chiffre important, surtout s'agissant d'une pratique illégale. Donc là, effectivement, il y a probablement un effort de pédagogie à faire auprès des étudiants pour bien rappeler quel est le cadre dans lequel on doit tous collectivement s'inscrire. Je voulais juste peut-être faire une remarque de méthode. J'avais une question sur la représentation région versus Paris. Je me demande s'il n'y a pas un biais qui aboutirait à une sous-représentation dans les chiffres, c'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, ce qui est pris en compte là, ce sont les sièges sociaux et non pas les établissements. Je crois que... Ou alors, est-ce que c'est pondéré ou est-ce que c'est pas non, pondéré? Aujourd'hui, chaque établissement nous déclare son activité dans la DSN. On fait le découpage par établissement. Par contre, si j'ai 2 établissements dans un département, je ne le compte qu'une fois. Oui, bien sûr, d'accord. Ok, donc là, c'est bien, en effet, le chiffre représentatif bien découpé par région. Ok, merci. Juste une petite précision par rapport à la question de Cédric. Oui, effectivement, là, c'est pas les ETP. On pourrait peut-être essayer, mais c'est des effectifs dédoublonnés, c'est-à-dire que quelqu'un n'est pas compté 2 fois s'il a 2 contrats dans une année, mais c'est pas en ETP.
Alexandre. Je voulais savoir au cas où si vous aviez cette statistique, ça m'intéresserait de savoir sur les types de contrats, si c'est en moyenne les 32 heures, 35 heures, 39 heures. Je pense par exemple au 4/5e. Est-ce qu'il y a une mouvance vers ça? Je ne suis pas sûr que ce soit des statistiques que vous pouviez avoir, mais... Pas là. Non, Effectivement, d'accord. c'est quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Ok, merci. On n'a pas observé. Stéphane. Oui, juste un point de précision par rapport à la question qui était posée sur les CDDU en ETP. Vous avez quand même une première réponse à votre question qui apparaît dans les statistiques qui vous ont été présentées là. C'est le nombre d'heures réalisées par intermittent, qui est en progression à 882 heures, je crois, en moyenne, de plus 7%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un secteur qui, grosso modo, emploie plus de personnes, parce qu'on est plus de 9000 maintenant aujourd'hui, et qui, par ailleurs, au niveau des CDDU, le nombre d'heures moyens travaillées par personne augmente. Sachant qu'un équivalent temps plein, c'est 1500 heures, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, vous avez déjà une partie de votre réponse, même si vous ne l'avez pas complètement. Mais en tout cas, voilà, le nombre d'heures par intermittent augmente, c'est clair. Et il y a de plus en plus d'intermittents qui travaillent énormément. J'en ai encore une toute petite dernière, et je suis désolé avec ça. J'avais posé la question... Vous voulez bien nous dire, pardon, qui vous êtes? Je m'appelle Félix Ferrand, je dirige un nouveau studio sur Lyon, Super, très merci. sympa. Enfin. Vous recrutez ou pas? Oui, on recrute, ouais. Voilà. On recrute beaucoup même. Mais j'avais une toute petite question, je l'avais posée il y a 4 ans au Radiraf, et je la repose aujourd'hui. On parle beaucoup de la montée d'Unreal, du temps réel, on en a bien eu conscience là au Radiraf. Et on voit de plus en plus le secteur de l'animation qui se merge avec le secteur du jeu vidéo. On voit de plus en plus Ubisoft qui mélange l'animatique et le travail en jeu vidéo. Et quel est l'avenir de l'intermittence? J'ai pas toutes les connaissances loin de là, mais le jeu vidéo, on n'est pas intermittent dans le jeu vidéo. Et les graphistes jonglent entre des fois l'animation et le jeu vidéo. Et je voulais savoir quel était l'avenir de ça. Comment on va pouvoir se rapprocher du jeu vidéo là-dessus, ou comment eux ils vont pouvoir se rapprocher de l'intermittence, et comment un animateur va pouvoir jongler entre ces deux domaines, quoi. On peut très bien être à cheval sur 2 régimes d'assurance chômage. C'est compliqué, mais c'est faisable. Parce que quand vous dites dans une partie de votre question, vous me dites oui, mais comment quelqu'un va pouvoir être intermittent et par exemple au régime général. C'est complexe, mais c'est faisable. En plus, là, Pôle emploi a développé des plateformes d'explication, de calcul. C'est pas évident, mais on peut le faire. Ça, c'est déjà la première chose. Il peut basculer sur un seul régime aussi. Donc ça, c'est sur le plan un peu, on va dire, juridique. Après, oui, c'est vrai que le jeu vidéo ne peut pas recourir au CDDU et aux annexes 8 et 10. Mais ça, à la limite, c'est un peu, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le problème du jeu vidéo, d'essayer de rentrer dans ces dispositifs-là, quoi. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne font pas partie des listes, des entreprises qui peuvent recourir à ce régime. Ils n'ont pas de convention collective aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que le régime des intermittents du spectacle, depuis quelques années, en fait, il y a des secteurs, qui sont les secteurs du spectacle au sens large, qui sont les employeurs. Côté employeur, c'est les employeurs qui sont définis en plus par décret, et les emplois pour lesquels il est légitime de recourir au CDDU et qui ouvrent droit à l'annexe 8 sont fixés dans des conventions collectives étendues. Or, le jeu vidéo n'a pas de convention collective, et jusqu'à il y a quelques temps, je ne les connais pas, ne souhaitaient pas négocier de convention collective. Donc, c'est un peu difficile pour eux d'avoir accès au régime d'assurance chômage des intermittents, à l'annexe 8. Alors, merci. Camille Campion, Creative Seeds. Moi, j'ai une question, je pense que vous pouvez l'analyser sur les 20 dernières années, c'est l'évolution dans le temps du volume d'intermittents. On a vu la pyramide des âges, où on a beaucoup de personnes dans la tranche des 25 ans, mais ça décroît. Donc qu'est-ce qui se passe dans le temps? Est-ce qu'en fait, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait très peu de gens à rentrer, et du coup, ils sont restés, voilà. Ou alors, en fait, ça a fond dans le temps, et à quel point ça fond? Et peut-être après mener des enquêtes sur pourquoi ça fond. Est-ce que c'est des gens qui quittent le circuit pour d'autres professions? Est-ce que c'est des gens qui vont à l'étranger? Est-ce qu'ils se reforment? Voilà. J'ai l'impression en tout cas que c'est un sujet très important parce que c'est un indicateur, par exemple, pour savoir dans 5 ans, 10 ans, combien il y aura de place pour des jeunes. Parce que si le gros volume de jeunes, qui est la tranche des 25 ans, va être toujours présente quand ils auront 40, 50, il n'y aura plus tant de place que ça pour les jeunes si notre profession n'augmente pas considérablement son volume de travail. Donc voilà, je trouve que c'est suivre l'évolution. Je pense que là, vous avez des données, j'imagine, sur 20 ans, déjà de voir
Comment évolue le volume des tranches d'âge? Est-ce que les gens continuent de travailler jusqu'à 50 ans, 60 ans dans notre métier ou pas? Sauf les femmes, elles disparaissent. On ne sait pas où elles vont. Les femmes en particulier. C'est pas ce qu'elles deviennent. Non. Il y a des personnes qui ont plus de, enfin, qui continuent à travailler, mais là, il y a quelques éléments dans l'étude détaillée en fait. Je précise, c'était la pyramide des âges des CDDU uniquement. Il n'y avait pas les permanents dedans. Donc Céline Durieux de FOST. Combien d'intermittents, enfin de personnes qui ont des CDDU ne font pas les 507 heures nécessaires pour avoir leur statut? Alors, parce qu'il y a plein de juniors qui rentrent dans le secteur, mais qui en effet... Là, on pas mesure forcément, les heures des CDDU dans la production de films d'animation. C'est-à-dire que s'ils ont des activités par ailleurs, il est possible qu'il y en ait qui soient dans d'autres secteurs ou qui soient dans le secteur de la prod audio à faire aussi du film d'animation, mais dans des entreprises qui ne sont pas des purs players de l'animation. Donc en fait, il faudrait recroiser avec l'ensemble de l'activité de ces personnes en fait. Alors que là, on s'est vraiment concentré sur l'activité dans le film d'animation. Moi, je parle vraiment dans le film d'animation. En gros, sur un an, combien de personnes bossent moins de 3 mois et demi, grosso modo, dans l'année, quoi? Alors, vous avez un découpage par heure dans l'étude. Vous avez un graphique où vous retrouvez par tranche. Donc là, du coup, je ne l'ai pas en tête. Mais là, on avait fait un zoom sur les plus de 1000 heures. La question, c'est de savoir s'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire leurs heures dans l'animation, en fait. En gros, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le comprends. En fait, on présente tellement le secteur comme étant en pleine croissance, où on fait des contrats longs, et ce qui est vrai, quand même, pour la plupart. Mais je donne beaucoup de cours dans les écoles, etc. Et je suis en lien avec les juniors que je suis à leur sortie d'école. Et il y en a quand même beaucoup qui n'arrivent pas à avoir forcément tout de suite des contrats de 6 mois, 8 mois dans les studios, quoi. Des fois, surtout qu'en plus, pour beaucoup, n'ont pas fait de stage. Donc, ils vont faire 1 mois, 2 mois. Et des fois, il y a un trou de prod, on va prendre quelqu'un d'autre. Enfin, c'était juste savoir ça. Mais s'il y a les chiffres dans l'étude détaillée, j'irai regarder. Oui, bonjour. Florian Landouzi de Tsunami. À l'heure du télétravail, je ne sais pas si ça s'est retrouvé là dans vos chiffres, mais comment vous allez mesurer, est-ce que vous avez des outils pour mesurer à la personne qui travaille et surtout qui télétravaille? C'est-à-dire que là, on a vu surtout pour les entreprises et aux régions, mais on sait maintenant depuis le Covid que dans les régions, les entreprises, en fait, elles ont beau être en Charente ou à Paris, mais elles embauchent des télétravailleurs dans d'autres régions. Est-ce que vous avez des outils, maintenant qu'on est à l'heure du télétravail, pour mesurer ça? Et qui va changer tout le paradigme des régions. Alors, ce n'est pas du tout des données qui sont déclarées par les entreprises auprès d'audience. Ça serait possible via des questionnaires, en fait, des questionnaires adaptés de creuser le truc. En tout cas, ce qu'on peut dire et qu'on avait dit, je crois, l'année dernière, c'est que vu le peu d'impact de la crise sanitaire sur l'emploi, en tous les cas, il n'y a pas de baisse comme on en voit ailleurs, c'est qu'on imagine, puisqu'il y a eu le confinement, les gens étaient confinés comme les autres dans le secteur, c'est qu'il y a eu forcément du télétravail qui a été mis en place. Alors après ça, non, c'est que par sondage pour le moment, parce qu'en plus, si vous voulez, là, et Philippe l'a dit au départ, les données, on peut les avoir, mais non, ça peut être que par sondage, parce que le contrat, quand on vous dit par exemple dans les régions ou dans la région parisienne, vous avez X emplois, on se base sur le contrat. Or, l'entreprise, même si elle prend quelqu'un qui est en télétravail, le contrat, il va être fait au siège de l'entreprise. Donc, avec des données scientifiques entre guillemets, avec les données sociales qu'on a, on ne peut pas savoir quelle personne est en télétravail ou pas. Ça, c'est des questions de gestion interne, en fait. Il faudra envoyer des sondages par studio pour savoir combien il y a de personnes en télétravail. Est-ce que vous avez un accord déjà? Il y en a qui ont des chartes. Mais sur une équipe, combien de personnes veulent être en télétravail ou pas? On ne peut pas les avoir avec des données sociales de déclaration de DSN ou de bulletin de paye. Il n'y a pas une adresse à chaque employé lors des déclarations qui fait que vous pourriez avoir... l'adresse de l'employeur. Oui, l'adresse de l'employeur, mais pas du salarié. Okay. Par rapport aux données sur les moins de 507 heures, parce que comme moi j'ai la chance d'avoir accès déjà à l'étude, que vous pourrez retrouver sur tous les sites, y compris celui des Radiraf, il y a 1500 personnes qui ont fait moins de 507 heures, moins de 500 heures exactement, dans le secteur de l'animation l'année dernière. Chiffre à rapprocher, donc ça fait 20% des effectifs CDDU, chiffre à rapprocher quand même des 1600 et quelques nouveaux entrants qu'il y a dans le secteur l'année dernière.
Et par ailleurs, je répète ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que ces individus, on a mesuré leur activité que dans le secteur des entreprises telles qu'elles sont listées dans le champ de l'étude. Donc si ils ont fait des heures dans d'autres entreprises qui ne sont pas dans le champ, bien évidemment on n'a pas compté leurs heures, et de même s'ils sont dans d'autres champs, même si a priori nos intermittents sont plutôt essentiellement dans le champ de l'animation, mais ils peuvent être par ailleurs dans le champ du jeu vidéo qu'on évoquait tout à l'heure. Un peu en production audiovisuelle sur ce qui est fonction transverse. On l'avait vu lors d'un Raph a dit, mais c'est une toute petite partie, et c'est sur des métiers type administration de production ou ce type de métier. Vous avez des gens qui peuvent avoir des heures aussi en production audiovisuelle à côté. Mais c'est minime, c'est minime. Merci. Dernière question de Stéphane Denikian, si je vois bien. Oui, donc si j'ai bien compris les chiffres, vous avez annoncé plus de 11 000 entrants en 10 ans, le secteur a 9 000 personnes. Donc je rebondis sur les questions précédentes, il y a forcément beaucoup de déperditions et beaucoup de non-pérennisation de l'emploi. Donc ce sera intéressant d'analyser ça l'année prochaine. Tu reviens l'année prochaine, Philippe? Allez. Merci pour le boulot. Merci. C'était pour qu'on soit sûr. Merci Stéphane. Merci.